Moi, c'est Geneviève Labrie, je suis chercheure entomologiste au Sérum. Je suis accompagnée de Marie-Ève Gagnon, qui est mon étudiante à la maîtrise avec Éric Lucas à l'UQAM, puis d'Arquise Froment, qui est du MAPAC à Ville-Marie au Témiscamingue. Donc, on va vous parler aujourd'hui d'insectes de canola. Je le sais, on ne fait pas de canola en Montérégie. On pourrait, par contre, c'est une culture qui se fait, même s'il fait chaud, c'est vraiment une culture qui pourrait s'intégrer facilement dans les rotations. Si on sème tôt, on a de la floraison avant les grosses canicules. On peut avoir de la floraison comme si ça fait 2 semaines que c'est en fleurs, donc ça a été semé au début mai. C'est une culture qui est très, très intéressante à mettre dans les rotations, qui peut avoir un bon potentiel de rendement. Nous, ici, en parcelle expérimentale, on fait du 4 tonnes, 4 tonnes et demie à l'hectare. C'est sûr que les moyennes provinciales, c'est 2,3 tonnes à l'hectare. On peut en avoir un petit peu plus. Mais donc, en termes aussi d'intérêt au niveau de la biodiversité, on parle beaucoup de la protection des pollinisateurs ces temps-ci. Le canola est absolument excellent. Vous allez vous promener là, dans des champs de canola en fleurs là, sur l'heure du dîner, ça bourdonne. Des fois, on ne s'entend même pas parler. C'est énormément de pollinisateurs indigènes qui sont intéressés par cette culture-là. Vous allez avoir aussi beaucoup de coccinelles. On parle d'au moins 13 espèces différentes de coccinelles dans le canola. Quand on va dans le soya, c'est 4 à peu près, 4-5 maximum. Donc, une diversité très intéressante dans le paysage. C'est vraiment une culture qui peut être très, très pertinente à ajouter. Fait qu'éventuellement, en tout cas, on aimerait ça avoir du jaune dans notre paysage en Montérégie. Ça pourrait être très intéressant. On va vous parler de 3 groupes d'insectes, les altises, le méliguette des crucifères puis la cécilomie du chou-fleur. Pour ceux qui connaissent le canola, vous savez probablement que, bon, il y a un qui n'est pas là, c'est le charançon de la silique. Il y a 10 ans, le charançon de la silique, c'est un insecte qui causait des dommages particulièrement importants dans le canola au Québec. Depuis 2009, on a découvert un petit parasitoïde, une petite guêpe qui s'attaque aux larves du charançon de la silique. Et en 2009, on en avait trouvé dans 2 sites. Et depuis ce temps, on a à peu près 70 des sites dépistés à travers le Québec qui a ce parasitoïde-là, qui fait un contrôle de 70 à 90 des populations. Donc, on suit le charançon, mais depuis 3 ans, là, on n'atteint plus les seuils d'intervention au coup de filet fauchoir. On n'atteint plus les seuils de dommages parce qu'on a un ennemi naturel qui fait vraiment le contrôle là, dans le canola. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va vous parler de ceux qui ne sont pas encore bien contrôlés, pour lesquels on a un peu de problème. Donc, je vais commencer par les altises. Donc, vous allez voir, les altises, c'est des petits insectes. Vous en avez 2 espèces, celles qu'on avait au départ au Québec, puis même au Canada, pour lesquelles toutes les méthodes de lutte ont été développées, c'est l'altise des crucifères. Donc, la petite altise noire ici. Donc, le traitement de semences insecticides a été développé contre cet insecte-là, le néonicotinoïde, justement parce que l'altise était très problématique. Ça attaque le stade cotylédon à 5 feuilles, donc vous voyez des dommages ici. C'est vraiment, il y a quand même beaucoup de trous à l'intérieur de la feuille. Là, à ce moment-là, on parle de 40 de défoliation. Le seuil est à 25. Et l'altise des crucifères causait beaucoup de problèmes en début de saison. On s'est aperçu, par contre, que en 2009, on a fait une enquête. On s'est retrouvé à 99 des altises qu'on retrouvait, c'était de l'altise du navet, en fait, qui est une autre espèce que vous voyez noire avec des lignes jaunes. Ça, c'est une espèce polyphage. Vous pouvez la retrouver dans plein d'autres cultures maraîchères, entre autres. Et donc, les moyens de lutte qu'on utilisait pour l'altise des crucifères, le néonicotinoïde est efficace en 35-50 maximum contre cette espèce-là. Donc, le matador qui est homologué contre l'altise des crucifères n'est pas homologué contre l'altise des navets. On utilisait vraiment des méthodes de lutte qui n'étaient pas appropriées pour l'insecte qu'on avait principalement. Ce qui fait que, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se retrouve maintenant avec des problèmes d'altise. Vraiment, les populations ont augmenté beaucoup, beaucoup. Et on a des problèmes récurrents d'altise en début de saison dans le canola. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des champs qui vont avoir 2 traitements insecticides là, au début de la saison ou des fois qui vont ressemer complètement les parcelles, ce qui fait qu'on se retrouve avec des pertes de rendement qui peuvent être quand même assez importantes. C'est vraiment le Saguenay qui est la principale région où on retrouve des problématiques avec les altises, un petit peu au Bas-Saint-Laurent, pas au Bas-Saint-Laurent, au Témiscamingue à l'occasion, mais c'est vraiment le Saguenay. Et donc, on a essayé de voir quelle méthode qu'on pouvait faire avec les altises au Saguenay. On sait que les altises fonctionnent vraiment, l'ensemble de la population va émerger de ces sites d'hibernation quand on arrive à 15 degrés Celsius à peu près, température de l'air. Ils s'envolent tout en même temps, puis ils vont trouver le champ de canola qui est au stade cotylédon, qui vient tout juste d'émerger, même sur des dizaines de kilomètres de distance, et on va se retrouver avec une perte majeure là, vraiment dans ce champ-là. Donc, on a dit on va cibler, il y a une méthode de lutte qui s'appelle les cultures pièges,
qui est utilisé pour d'autres, plutôt maraîchers, mais dans l'Ouest canadien, ils l'utilisent contre le charançon de la silique. Donc, une culture piège, vous voyez ici, c'est une culture, on va semer une bordure qui va être semée 7 à 10 jours avant le centre du champ. Et ici, vous voyez la floraison, elle tombe en fleurs plus tôt que le centre du champ. Et pour le charançon, ça fonctionne bien. Le charançon va aller où est-ce que les fleurs, ils vont traiter seulement la bordure. Donc, on s'est dit, on pourrait le tester contre l'altise parce qu'on sait que l'altise répond très bien à la première émergence du canola. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait ça sur 5 sites. C'est un projet financé par la stratégie phytosanitaire avec le club Conseil, Provert, Agrinova, financé en partie par Bayer. Et on a fait ça en 2013-2014 chez 5 producteurs au Lac-Saint-Jean. Et ce qu'on peut voir ici, vous voyez, on a ici la défoliation dans notre bordure. On a atteint là, au stade 2-3 feuilles, là, on a dépassé notre seuil d'intervention de 25 de défoliation et on a appliqué un insecticide dans notre bordure. Vous voyez ici, on avait le centre en vert, ça c'est le pourcentage de défoliation, puis en gris, c'est le témoin adjacent. Et eux n'ont jamais atteint le seuil de défoliation, tout simplement en traitant seulement la bordure. Donc, c'était vrai, ces résultats-là se sont retrouvés dans les 5 sites et on s'est retrouvés, finalement, on voit ici là, les rendements. De façon statistique, il n'y a pas de différence entre notre bordure, notre centre, notre témoin pour les 3 sites là, qui étaient en 2014. Ce qui fait qu'en ne traitant qu'une seule bordure, déjà on diminue la quantité d'insecticides appliqués, mais on se retrouve à protéger notre centre de champ. Mais ce qui était un peu surprenant, c'était que le champ témoin à côté a été aussi protégé. On s'attendait à avoir quand même plus de dommages dans ce champ-là. Et donc, c'est quelque chose qui est très prometteur. Cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'un petit projet pilote qu'on va probablement essayer de financer à plus grande échelle. On a chez 2 producteurs du coin d'Alma qui se sont portés volontaires pour semer les 2 plus tôt, donc une partie de leur champ pour attirer, pour voir jusqu'à quelle distance on peut retrouver cet effet-là de la culture piège. Est-ce que c'est 250 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, pour qu'éventuellement, dans des cas comme ça, on pourrait peut-être faire une stratégie qui est régionale, à dire on a des points comme ça, on peut dire jusqu'à combien le cercle autour qui va protéger les producteurs de la région. On pourrait se faire une stratégie vraiment de dire, bon, mais un tel producteur, vous semez telle date, après ça, les autres vont semer à telle autre date, puis on va appliquer un insecticide seulement dans ces coins-là. Donc, on est très content des résultats. C'est une méthode qui n'avait pas été testée contre les altises. C'est vraiment quelque chose qui semble très prometteur, très intéressant. Puis les cultures pièges se font beaucoup dans le maraîcher, mais dans les grandes cultures, c'est pas quelque chose qu'on va faire habituellement parce que c'est des grandes superficies et tout ça. Mais là, ça fonctionne très bien. Fait qu'on est très content du résultat. Maintenant, je vais passer le micro à Marie-Ève qui va nous parler du méliguette des crucifères, donc un autre insecte là, qui commence à être problématique là, dans le canola. Oui, donc le méliguette, dans le fond, c'est un nouveau ravageur qui est venu d'Europe il n'y a pas très longtemps. C'est en 2001 qu'il est arrivé au Québec, puis en 2009-2010, il était présent dans la plupart des régions du Québec, surtout au Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ils ont une plus grande production de canola. Puis on peut facilement le confondre avec les altises si on ferait juste le regarder vite comme ça parce que c'est 2 petits coléoptères noirs, mais au contraire de l'altise, le méliguette, il ne saute pas quand on s'en approche. Donc on peut le distinguer avec ses antennes en forme de massue puis son aspect un peu bleuté métallique. Puis pour ce qui est de son cycle de vie, eh bien, il fait une génération par année, puis lorsqu'il va émerger de l'hiver au printemps, l'adulte va aller la femelle va aller pondre en fait dans les boutons floraux du canola. Donc la femelle va aller mordre à la base du bouton, faire une incision pour aller pondre de 2 à 3 œufs par bouton. C'est à ce moment-là que la larve va se développer à l'intérieur du bouton, va aller se nourrir de la fleur en développement, ce qui va faire en sorte que le bouton va avorter, la fleur ne va jamais s'ouvrir, ce qui va causer la plupart des dommages. Puis là, la larve va continuer de se développer, va se promener de fleur en fleur, manger un peu de pollen, jusqu'à atteindre un stade de développement jusqu'à 5 mm. Puis à ce moment-là, elle va se laisser tomber au sol, puis s'enfouir dans la terre à environ 2 cm pour effectuer sa nymphose, donc sa métamorphose vers l'état adulte. Puis c'est vers la mi-août que la nouvelle génération va émerger en tant qu'adulte, puis à ce moment-là, ils vont chercher d'autres sites d'hibernation. Donc, maintenant, Geneviève va vous parler des dommages et des seuils.
Donc, les dommages, vous pouvez les voir ici, c'est vraiment, on voit des hampes florales où il n'y a absolument aucun un bouton là, qui s'est développé, ni aucune silique après coup. Ça, c'est vraiment des cas où le méliguette est arrivé avant que les premières fleurs ouvrent, donc vraiment au stade bouton floral. En Europe, le stade critique, on n'a pas de seuil encore d'établi ici. Le stade critique, c'est vraiment au stade d'élongation puis au stade bouton floral avant que la première fleur émerge. Après ça, quand les premières fleurs sont émergées, le canola est capable de compenser beaucoup puis de supporter beaucoup plus de méliguettes. Donc, on parle au stade d'élongation, on parle de 1 à 3 méliguettes par plant. Puis au stade bouton, on parle vraiment de 6 à 9. Donc, nous, on dépiste par coup de filet fauchoir parce que c'est beaucoup plus simple. On fait déjà tout le réseau d'avertissement phytosanitaire. On fonctionne par filet fauchoir pour compter nos insectes. Fait que ça équivaut, pour le 1 à 3, ça équivaut à peu près à 100 à 300 méliguettes par 10 coups. Puis 6 à 9, c'est 600 à 900. Donc, présentement, au Bas-Saint-Laurent, là, on a eu des avertissements dernièrement où on avait des populations de 600 par coup de filet fauchoir à peu près. On était rendu à 20 de floraison. Donc, rendu à 20 de floraison, on peut avoir plus que 1000 méliguettes dans un coup de filet dans 10 coups de filet, puis on n'aura pas de perte de rendement vraiment là, importante avec des problématiques comme ça, parce que le canola compense énormément avec beaucoup de hampes secondaires, de fleurs secondaires. Ce qui pourrait arriver si on avait plus que 1000, il pourrait avoir un poids de 1000 grains qui va être plus faible. Mais donc, pas de perte de rendement vraiment majeure. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés dernièrement. On pense que c'est parce que le cycle du méliguette n'est pas encore synchronisé justement avec notre stade critique. On fait du dépistage depuis plusieurs années à partir du bouton justement pour d'élongation pour être sûr de voir venir le méliguette et en général, il arrive toujours à 10-20 de floraison. On n'est pas dans le cas où en Europe, il arrive vraiment au stade d'élongation, probablement à cause de l'hiver qu'on a, donc de leur émergence après des sites d'hibernation. On sème quand même le canola très très tôt, ce qui fait qu'on arrive à floraison probablement plus tôt que ce qui pourrait arriver en Europe. Tant qu'on n'est pas synchronisé, que le méliguette n'est pas synchronisé avec le stade critique qui arrive plus tard, on est quand même, on devrait être exempt de perte de rendement vraiment importante. Mais éventuellement, avec le réchauffement, tout ça, on va peut-être se retrouver à avoir des dommages, là, justement, là, parce qu'on va avoir l'arrivée vraiment au stade critique. En Europe, on peut parler de 70 de perte de rendement, donc par cet insecte-là, parce qu'il peut être vraiment très, très dommageable, justement, si tous les boutons tombent, à ce moment-là, il n'y a absolument aucune silique qui va se former. Il n'y a pas d'insecticide homologué présentement au Canada. On travaille, on a des essais là, un petit peu partout, là, justement pour des matières actives qui sont déjà homologuées, par exemple pour le charançon de la silique, on pourrait rajouter le méliguette. Donc, on essaie d'évaluer l'efficacité là, en champ puis en parcelle expérimentale. L'insecte est déjà résistant à plusieurs insecticides, dont les pyrétrinoïdes, le matador, entre autres, en Europe. Donc, c'est un produit, on le voit, nous, en parcelle, qui sent moins efficace que les autres pour diminuer les populations de méliguettes déjà. Donc, c'est probablement pas le produit qui va être le plus efficace. Là. Il va y avoir d'autres produits probablement plus forts, malheureusement. Mais on a quand même, on prend une certaine longueur d'avance pour qu'éventuellement, si on a des problèmes, des homologations d'urgence à faire, parce qu'on a vraiment des grosses problématiques, on va avoir fait déjà ces tests d'efficacité-là. Donc, je vais laisser Marie-Ève compléter parce qu'on a des projets de recherche justement là, en amont de ça pour essayer de trouver d'autres méthodes de lutte. Oui, donc justement, puisqu'on n'utilise pas encore d'insecticides contre le méliguette, puis on essaie de prévenir ce qui risque de se passer parce que là, il est rendu ici, mais même en Montérégie, on n'en a presque pas du méliguette. Puis on essaie de prévoir qu'est-ce qui va arriver parce que dans les prairies, dans l'Ouest canadien, c'est là c'est comme le tiers de leur superficie de culture, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier? Quand on a un nouveau ravageur, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir? C'est toute son écologie. Donc, ces ennemis naturels qui peuvent effectuer vraiment un contrôle important dans son environnement. Puis, puisqu'on ne le connaît pas, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de savoir s'il y a un taux de prédation assez élevé. Donc, en Europe, il y a un parasitoïde qui fait baisser les populations de plus de la moitié. Mais ici, on est encore en train de faire des recherches parce qu'on n'en trouve pas. On n'a pas les mêmes genres qu'en Europe ici du tout. Donc, on a des recherches au sérum en cours pour trouver les parasitoïdes. Moi, mon projet de maîtrise, ça axe plus sur les prédateurs. Donc, comme dans le cycle de vie, j'ai mentionné, il y a des prédateurs qui vont attaquer les larves lors de la floraison, donc quand les larves vont être dans les fleurs, et aussi lorsqu'elles se laissent tomber au sol. Donc, ils vont être vulnérables quand elles vont essayer de s'enfoncer dans le sol, puis pour effectuer leur nymphose. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour attaquer la question des prédateurs, c'est qu'en recherche, il n'y a pas beaucoup de méthodes qui résultent
qui ont des résultats comme concrets, qu'on peut voir exactement ce qui se passe dans la nature. C'est pourquoi que dans notre laboratoire, on utilise des caméras de surveillance comme celle-ci. Donc, on y va directement dans le champ, on en pose 8 à la fois avec des milguettes au sol devant. Puis, on peut voir ensuite de ça, avec les vidéos à l'ordinateur, même infrarouge durant la nuit, quel insecte qui va venir manger les larves qui sont devant. Donc, ça nous dit exactement ce qu'on a dans le champ. Puis, donc, c'est le deuxième été qu'on va effectuer ce projet-là. L'année passée, en allant chez un producteur avec les caméras comme ça, on a pu observer de la prédation par des carabes et aussi par grillons, limaces et mille-pattes. Puis, un autre volet au projet qu'on fait aussi en laboratoire, c'est d'essayer de voir les prédateurs dans les fleurs. Donc, on teste avec des araignées crabes et certaines coccinelles. Donc, c'est vraiment de répondre à la question s'il y a un contrôle naturel effectué par les prédateurs, puisque ça pourrait vraiment s'insérer dans un concept de lutte intégrée, puisque on essaie de savoir l'écologie de l'insecte. Donc, je vous laisse avec Darkys qui va vous parler de la cécidomie du chou-fleur. Merci. Bonjour. Donc, la cécidomie du chou-fleur est un nouveau ravageur qui est apparu dans la culture du canola environ il y a 4 ans. Donc, ici, vous voyez une carte de distribution de la cécidomie du chou-fleur en 2009. Donc, elle a été détectée pour la première fois en Ontario en 2000, en 2003 au Québec et en 2004 aux États-Unis. Donc, c'est une petite précision. Au Témiscamingue, au Sérum, ils avaient un projet de recherche pour répertorier la plupart des ravageurs de canola. Et ils ont identifié au Témiscamingue la présence de cécidomie. Donc, on aurait dû voir une zone colorée en jaune ici au Témiscamingue. Donc, nous, en 2012, on a eu des dommages qui nous ont été rapportés, causés par la cécidomie. Donc, le sérum d'épices fait la surveillance de l'insecte depuis 2013. Donc, cette année, nous avons installé 11 sites de dépistage. Puis, l'insecte est également dépisté dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Chaudière-Appalaches. Donc, l'insecte est dépisté, là, je peux vous montrer ici, c'est un piège donc, qu'on installe dans le champ. Donc, 2 pièges en bordure et 2 autres pièges un peu plus au centre. Donc, ce piège est où on installe une phéromone sexuelle, donc qui attire uniquement les mâles à l'intérieur du piège. On fait le décompte, justement, il y a quelques plaquettes qui circulent. Donc, on fait le décompte des adultes, des mâles sur la plaquette, 2 fois par semaine. Puis, la phéromone, elle est efficace durant une période de 4 semaines. Donc, pour vous expliquer un peu le cycle vital et le comportement de l'insecte, la particularité de cet insecte-là, c'est qu'il y a un cycle très, très court. Donc, dès l'apparition des adultes, après 3 à 5 semaines, on se retrouve avec de nouveaux adultes, donc une nouvelle génération. Au Québec, il y a 3 générations de cet insecte. Donc, la durée de vie, elle est très courte aussi de l'adulte. Donc, comme vous voyez, l'adulte ici, il ressemble à un minuscule maringouin. C'est une mouche qui mesure 2 mm. Puis, donc là, la femelle, elle va pondre ses œufs sur les points de végétation en croissance. Donc, elle peut pondre jusqu'à 100 œufs. Donc, on se retrouve avec une population qui augmente très rapidement durant la saison. Une femelle peut représenter 2 millions d'adultes en l'espace d'1 an. Donc, c'est ça. Donc, les œufs peuvent éclore au bout de 3 jours. La larve, elle s'alimente durant une période de 1 à 3 semaines. Et c'est les larves qui causent les dommages sur le plant de canola. Donc, les dommages sont assez c'est facilement reconnaissable. Le bouton floral qui se boursoufle. Donc, qui va empêcher l'éclosion des fleurs, donc les siliques, donc une perte de rendement de ce côté-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le canola a un stade qui est très vulnérable, donc le stade rosette, donc à peu près à 4 feuilles du plant. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment important, avec une présence de cécidomie, c'est s'il y a une recommandation, un traitement à faire, c'est de traiter tout juste avant l'apparition de la formation de la rosette. Donc, parce qu'on peut se retrouver, si l'attaque se fait très tôt en saison, à un stade vulnérable, on peut se retrouver avec des plants avortés.
Donc, une perte de rendement significative qui est déjà arrivée en 2013 où un producteur avait perdu plus de 50 de sa récolte. Donc, par la suite, il y a le stade bourgeon, toujours en floraison, puis il y a le stade floraison secondaire et tertiaire où, c'est ça, encore là, la femelle qui va pondre au niveau des boutons floraux en croissance des tiges secondaires, latérales. Donc, à ce moment-là, il n'est pas très recommandé de faire un traitement parce que la floraison a déjà commencé à amorcer, donc pour protéger les abeilles, entre autres. Donc là, ici, c'est un graphique qui représente les 7 sites qu'on dépiste cette année. Et puis, l'insecte a fait son apparition au Témiscamingue le 1er juin. Donc, les pupes ont cette particularité-là aussi, cette caractéristique de ne pas émerger tous en même temps. Donc, ils vont émerger environ vers mi-mai jusqu'en juillet, mais principalement fin mai. Donc, on peut retrouver, étant donné qu'il y a 3 générations, là, on va retrouver à peu près 3 à 4 pics durant l'été. L'insecte est présent de mai à octobre. Puis la pupe survit durant l'hiver, donc jusqu'à 2 ans et parfois plus dans le sol. Maintenant, c'est ça. Donc là, pour l'identification de l'insecte, au tout début de la saison, étant donné qu'on en a peu sur la plaquette, mais ça augmente très rapidement. Au tout début, il est conseillé d'envoyer les plaquettes au laboratoire de diagnostic, justement pour identifier avec la dissection des parties génitales. Sinon, plus tard en saison, avec un plus grand nombre, là, on se retrouve vraiment avec la bonne espèce de cécidomie. Donc, la cécidomie du chou-fleur qui peut être confirmée par 2 critères principaux, donc qui sont les antennes et les ailes. Donc, les antennes, c'est des nodules de forme circulaire, donc 24 nodules qui se retrouvent sur les antennes. Et donc, ce qui est important, c'est que la distance des nodules soit de distance égale à la séparation de la prochaine nodule, équidistant. Et la nervure médiane, donc la nervure au centre de l'aile, est particulièrement droite, étant assez effacée en bordure de l'aile. Bon, les traitements, c'est très difficile de contrôler cet insecte-là, notamment par la larve qui se retrouve à être enfouie dans le bouton floral. Donc, puis c'est la larve qui fait les dommages. Donc, une fois que les dommages sont apparus, il est trop tard pour traiter le plant. Donc, c'est les 2 insecticides qui sont homologués. Il y a l'insecticide, le Matador, insecticide de contact, qui va viser l'adulte. Puis, il y a l'insecticide, le Coragène, qui, lui, est translaminaire, donc qui peut avoir un effet sur les œufs, le premier stade larvaire et les adultes. Aurait un effet résiduel aussi d'1 à 2 semaines. Puis, il y a des essais en Ontario qui se fait aussi pour le traitement de semences, le lumiderme. Alors, les seuils d'intervention, il n'y en a pas comme tel d'établis au Québec et en Ontario. Ce qui a été suggéré par Rebecca Hallett suite à des projets de recherche à l'Université de Guelph, c'est lorsque on atteint 20 cécidomies cumulatifs dans les pièges. Il y a un traitement qui est recommandé dès la première feuille étalée. Et par la suite, les traitements subséquents sont de 5 cécidomies par piège en moyenne, par piège par jour en moyenne. Donc, c'est ça. Voilà. Il y a quand même beaucoup de recherches qui se fait à l'Université de Guelph présentement contre la cécidomie du chou-fleur parce qu'au Témiscamingue, la région de l'Ontario, qui est adjacente au Témiscamingue au Québec, ils ont des problèmes depuis quand même plusieurs années, beaucoup plus importants pour la cécidomie du chou-fleur. Donc, il y a des pertes de rendement qui peuvent être de l'ordre de 50 à 80 dans certains champs. Cette année, 2014, il y a eu 42 moins de champs qui ont été semés en canola dans cette région-là, justement parce que les producteurs ont des pertes de rendement, ils ont vraiment la cécidomie de plus en plus.
Quand on a fait le sondage en 2009 pour la cécidomie du chou-fleur, le total de cécidomie qu'on avait eu sur nos pièges à phéromones, c'est 54 pour le Témiscamingue, sur 2 ans. Et donc, ça, c'était en 2009. Quand je parlais avec la chercheure, justement, à l'Université de Guelph, Rebecca Hallett, elle me disait, on n'aura jamais de problème comme dans le maraîcher avec cet insecte-là. On fait des rotations dans le canola. On fait au moins 4 ans, 5 ans de rotation avant de revenir en canola. Puis les cécidomies, justement, bien, vu qu'ils bernent dans le champ, le maraîcher, c'est beaucoup plus difficile parce que, justement, on fait des rotations dans les crucifères, mais on le fait dans le même champ, donc on réinfeste tout le temps. Mais par contre, parce qu'on disait, bon, c'est un insecte qui a une capacité de dispersion d'à peu près 300 mètres maximum. Ils ne volent pas beaucoup. Malheureusement, c'est des petits insectes, donc le vent les transporte très, très facilement. Et on se retrouve maintenant à avoir, on pense que même 1 kilomètre, c'est pas assez de distance entre 2 champs de canola pour éviter qu'il y ait une réinfestation. Puis donc, pour un producteur, il peut dire, mais je ne fais pas de canola sur ma ferme cette année, j'attends 2 ans ou 3 ans, mais si le voisin en fait, à ce moment-là, on peut se retrouver à réinfester parce que la cécidomie émerge de toute façon du champ, même s'il n'y a pas de canola, va aller infester un champ adjacent. Cette année, Rebecca a comme proposé comme stratégie 3 ans sans canola dans la région là, du Témiscamingue en Ontario pour essayer de diminuer les cécidomies. Les cécidomies, particulièrement ce groupe-là d'insectes, c'est tous des insectes difficiles à contrôler par des insecticides. Justement parce que c'est des galigènes, ils forment des gales, donc ils sont bien protégés à l'intérieur des plantes. Même les insecticides systémiques, veut pas, plus le plant avance en temps, moins il est efficace, donc c'est pas nécessairement facile à gérer. Donc, on doit, par exemple, comme pour la cécidomie orangée du blé, il y a 150 ans, ça a complètement empêché, vraiment tous les producteurs ont arrêté de faire du blé au Québec à cause de cet insecte-là. C'est vraiment les cécidomies, c'est des insectes qui peuvent affecter vraiment particulièrement toute une production là, dans une région donnée. Et donc, il faut qu'on mise en fait sur, entre autres, les ennemis naturels pour essayer de baisser les populations. En Saskatchewan, ils ont découvert récemment, comme Darkise le disait, la cécidomie du chou-fleur, mais ils ont aussi découvert 2 guêpes parasitoïdes l'année dernière. Et donc, cette année, Darkise et ses collègues nous envoient des petits plantules pour qu'on évalue le parasitisme. C'est pas facile, par exemple, voir ils nous envoient les plantules, on les met individuellement au laboratoire. Après ça, on vérifie qu'est-ce qui émerge. Il faut les mettre en hibernation, donc diminuer la température à 4 degrés. On va les faire réémerger au mois de mars, puis on va voir qu'est-ce qui réémerge parce qu'il y en a qui vont passer l'hiver comme ça. Donc, c'est du travail de longue haleine. Mais si on arrive à trouver, nous aussi, des parasitoïdes, c'est quand même ça peut être vraiment intéressant parce qu'on le sait, ces insectes-là ont besoin d'avoir un certain contrôle de façon naturelle parce que les insecticides ne régleront pas tout, ça c'est clair. Je pense que l'autre méthode de lutte que tu as mentionnée, c'est de semer le plus tôt possible. Dans ce cas-là, tu avais un producteur qui a semé, je peux te laisser expliquer. En fait, c'est qu'un producteur, comme on voit sur le graphique, la semaine passée, il s'est retrouvé avec 2000 de captures dans les pièges de cécidomie. Donc, ce qui a fait que la culture s'en est sauvée, c'est qu'il avait semé son canola le 9 du mai. Donc, avant le stade le plus vulnérable du plant, la cécidomie était apparue, oui, mais la pression était plus importante. Et puis, le stade vulnérable, le bouton de la rosette, il y avait un début d'élongation, puis c'était passé. Donc, c'était beau, puis ça ressemblait, ça représente ce champ-là, avec un bon rendement. D'autres petits projets qu'on a mis en place cette année aussi, c'est d'évaluer le nombre de pièges à phéromones qui est nécessaire pour bien évaluer les populations parce que des phéromones coûtent cher. Un producteur qui veut lui-même dépister son champ, c'est de minimiser ses coûts aussi. Donc, on regarde le nombre de pièges qui est nécessaire. On a les parasitoïdes. On va regarder aussi, quand on va avoir eu nos populations de cécidomie dans certains champs, on va évaluer les dommages. Darkise va faire une évaluation du niveau de dommage. Elle va nous envoyer aussi des mètres carrés de canola pour évaluer un peu le rendement en fonction des dommages et des cécidomies pour qu'on soit... Parce qu'il n'y a pas de seuil d'établi, donc on a besoin d'informations justement. C'est quoi l'intensité des dommages en fonction des populations? C'est sûr que l'Université de Guelph fait beaucoup de travaux à ce niveau-là, mais on aimerait ça avoir aussi nos données là, chez nous par rapport à ça. Et c'est très difficile de dépister. Si vous avez déjà marché un champ de canola, vous pourriez même vous essayer ici. C'est très difficile à marcher. Donc, pour évaluer les dommages, pour être en mesure d'estimer
qu'est-ce que la cécidomyie a causé comme dommage. C'est pas facile. Donc, on essaye un projet très exploratoire là, pour évaluer les dommages avec un drone et une caméra. Donc, Darkise va s'amuser dans les prochaines semaines avec la compagnie au Témiscamingue pour faire cette évaluation-là. Est-ce que par drone, on est capable de voir justement les petits plants qui n'ont pas fleuri, c'est quoi les pourcentages de dommages, ce qui nous aiderait grandement après coup là, pour les prochaines années là, à évaluer les pertes là, chez les producteurs là, avec ce genre de projet-là. Vous recherchez des illustrations et des connaissances sur les ennemis et les problèmes non parasitaires des cultures au Québec? La banque d'images Iris Phytoprotection est pour vous.